La maintenance prédictive, elle permet en amont de prévoir les commandes de pièces, de peut-être avoir un flying doctor qui vient sur site changer un composant, donc éviter d'immobiliser des véhicules. L'immobilisation de véhicules, c'est un vrai sujet. Ça coûte cher, Ça j'imagine. coûte très cher. Si on doit annuler 2, 3 jours de livraison sur un véhicule, ça peut coûter cher. Bonjour à tous, bienvenue dans Product Leader Stories. Product Leader Stories, c'est la web-série qui vient se plonger dans l'univers des plus grands leaders du product management au sein des plus belles organisations françaises. Durant 1 heure, je vais avoir le plaisir d'interviewer les plus grands leaders du produit qui vont présenter leur vision, leur parcours, leurs enjeux d'aujourd'hui et de demain ainsi que leurs challenges. Je suis Martin Cantonloga, CEO et cofondateur d'Upvisory. Upvisory, c'est une agence conseil spécialisée dans le product management et l'accompagnement produit des grandes organisations. Notre mission, c'est de transformer ces organisations et faire de leurs produits digitaux de véritables succès. J'espère que ces témoignages vous inspireront. Et maintenant, place à l'épisode. Bonjour à tous. Louis, merci d'avoir accepté mon invitation et notre invitation chez Upvisory à venir témoigner pour Product Leader Stories. Ce qu'on te propose, bon, les habitués savent, mais c'est toujours de démarrer par la traditionnelle question, de te présenter et nous expliquer un petit peu qui tu es. Mon nom, c'est Louis Moras. Donc, je suis Chief Designer chez Flexis, une joint venture qui est nouvellement créée. Et je suis designer québécois, canadien à la base. Et je suis en France depuis 1988. T'es presque plus français que québécois maintenant. Oui, c'est le cas. Très très bien. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours, qu'est-ce qui t'a mené à être responsable du design chez Flexis, voilà, comment t'en es arrivé là? Donc, j'ai fait l'Université de Montréal à l'école de design industriel. Et j'avais vraiment qu'une passion, c'était de faire du transport. Donc, j'ai fait des projets de transport pendant mes 2 dernières années. Donc, ça aboutit sur un premier stage en France à la fin de mes études chez Peugeot. Retour au Canada avec un projet chez Bombardier qui s'appelait le projet Vénus, qui était un joint venture potentiel avec Daihatsu pour fabriquer des petites voitures au Canada. Et à cette époque-là, Bombardier était sur 2 gros sujets, donc le projet Vénus ou Canadair. Et ils ont décidé d'acheter Canadair et ils ont arrêté ce projet-là. Et donc, j'ai pris mon sac à dos, je suis venu passer des entrevues en France et en Italie. Et ça a débouché chez Renault en 1988. Donc, j'ai passé 6 ans là-bas. Et j'ai fait un gros projet qui est la première Mégane. J'ai fait tout l'intérieur. Et j'aime bien dire en fait que chez Bombardier, j'ai appris à dessiner, mais chez Renault, j'ai appris mon métier. Parce qu'à cette époque-là, on allait de l'architecture dès le départ jusqu'à la validation des pièces, des moules, des électrodes. Donc vraiment le panorama complet du métier de designer automobile. J'ai fait par la suite une coupure. Je suis parti chez General Electric Medical Systems, où là, je suis devenu chef de projet et un peu plus tard manager. Donc, pendant 7 ans, j'ai travaillé sur de la radiothérapie, des scanners, de l'ultrason, à une époque où le General Electric s'expansionnait, mais en acquérant des compagnies, de la technologie, que ce soit en Scandinavie, en Israël, à Budapest. Donc, vraiment un panorama assez génial. Et Bombardier m'a fait un pont d'or au début des années 2000. Donc, je suis rentré au Canada. Et pendant 4 ans, je m'occupais des motoneiges, des motomarines et des quads, donc produits récréatifs. Et après 4 ans, je suis revenu en France en 2005, où j'ai fait du véhicule utilitaire pendant 20 ans chez Renault, jusqu'à l'année dernière, à la création de Flexis. Et donc, j'ai décidé de tenter l'aventure de cette nouvelle joint venture. Chouette, peut-être avant de parler un peu de Flexis, le design et les transports, quel est le lien? Qu'est-ce que tu as appris? Parce que tu disais que tu t'es spécialisé très rapidement, très jeune, dans ce domaine-là. Qu'est-ce qui t'a attiré? Qu'est-ce qui fait peut-être la spécificité du sujet? Évidemment, comme tout bon designer automobile, je dessinais des petites voitures quand j'étais jeune. Et j'avais vraiment cette passion-là de la voiture.
Par contre, mon parcours me fait découvrir d'autres choses, D'autres univers de la mobilité. d'autres univers. Franchement, chez General Electric, dans le médical, j'ai trouvé autant de passion que dans l'automobile. Là, je parlais tout à l'heure de mon métier. Chez General Electric, j'ai appris le business. Parce qu'on doit être vraiment focalisé sur le business. J'ai appris aussi que, en fait, les équipements, c'est plus complexe parce que l'acheteur n'est pas celui qui va l'utiliser. Donc, le directeur d'hôpital, il veut une garantie, il veut de la maintenance, il veut un prix. Mais la personne qui va être là tous les jours, c'est l'opérateur qui va travailler 8 heures par jour, 10 heures par jour sur une machine. Si l'ergonomie n'est pas bonne, c'est infernal. Et puis après, on a des patients donc, qui viennent, qui attendent 3 mois pour une IRM pour savoir s'ils ont éventuellement une maladie, un cancer. Donc, c'est des choses assez angoissantes, quoi. Et cette multitude de clients-là, ça, c'est vraiment un truc qui m'a passionné, quoi. Et du coup, pour en venir à Flexis, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, du coup, c'est Joint Venture, qu'est-ce que c'est, quel est le projet derrière, et qui pilote et qui porte ça? Donc, Flexis, c'est une joint venture qui a été créée l'année dernière entre Renault Group, Volvo Group, donc pas les voitures, mais les camions. Volvo Trucks, du coup. Ouais, c'est ça, on appelle plus ça comme ça, peut-être? Volvo fait aussi de l'équipement pour les grosses mines. Ils font aussi des moteurs de bateaux. Okay. Donc, c'est un gros consortium. Et CMA-CGM, qui est le transporteur de containers, et qui détient aussi Seva Logistique et Colis Privé. Donc, on travaille avec Colis Privé. Donc, c'est un projet de véhicules pour remplacer le trafic électrique. Donc, la gamme de Van 1 dans notre jargon, avec 3 véhicules. Donc, le van traditionnel, une espèce de châssis cabine sur lequel on va pouvoir faire toutes sortes de transformations, et un véhicule qui est vraiment dédié à la logistique urbaine. Et donc, Flexis, on va vraiment se concentrer sur la logistique urbaine, la logistique du dernier kilomètre. De demain, du coup, de ce que je comprends. De demain et d'aujourd'hui un peu. Et d'aujourd'hui un peu, parce que les grands groupes, les grandes flottes, les UPS, les Amazones de ce monde, ils veulent verdir le plus vite possible leur flotte. Ils vont pas attendre, eux, le ICE ban de 2035. C'est maintenant que ça doit jouer, d'ici 2028-2030. Très bien. Et du coup, Flexis, comment c'est organisé? Quelle taille ça fait? Quelle est l'organisation design dans tout ça? Voilà, comment ça s'orchestre et comment ça se pilote? Donc, en fait, moi, j'ai commencé le projet chez Renault il y a 4 ans en amont. Donc, Flexis a été créé l'année dernière. Mais toute la propriété intellectuelle du projet a été transférée chez Flexis. Donc, Flexis est vraiment le propriétaire de ce projet-là, de ces véhicules-là. On sous-traite à Renault l'ingénierie pour finaliser le développement, et on sous-traite aussi le design à l'équipe Renault Design. Donc moi, dans mon rôle, je suis un peu tout seul, mais j'ai la vue sur tout. On est en train de travailler beaucoup sur la communication. On avait le salon Solutrans qui était à Lyon la semaine dernière, il y a 2 semaines, qui est un jalon super important pour nous. Donc, je travaille sur l'identité de marque, sur la com et sur les salons. Et finalement, avec mes 20 ans d'expérience de véhicules utilitaires chez Renault, j'ai une bonne connaissance de comment on fait les projets et dans quelle trappe il faut éviter de tomber. Et notre équipe, qui était constituée de 4 personnes en avril 2024, on est maintenant 150. Donc, l'équipe, elle a explosé. Et donc, il y a beaucoup de nouveaux venus qui ne connaissent pas nécessairement le véhicule utilitaire parce que c'est assez particulier comme segment. Donc, moi, je suis là avec mon sac à dos bien rempli d'expérience sur l'utilitaire pour donner des conseils, pour regarder aussi qu'est-ce qu'on va faire dans les prochains mois, les prochaines années. On doit imaginer les nouveaux véhicules, l'extension du line-up, l'extension géographique, etc. Très clair. Et du coup, comment on prend l'ensemble des besoins, demandes, design et on les opère? Parce que de ce que je comprends, tu es un petit peu tout seul, tu es la tête du design chez Flexis. Et comme tu disais, ça a grossi, donc j'imagine que les demandes, le marché a grossi, etc. D'un coup, comment tu gères ça?
quand on est seul, entre guillemets, sur sa pratique à bord? Ben, par les clients, en fait. Je parlais tout à l'heure d'un hôpital. Quand on fait affaire avec des grandes flottes dans le véhicule utilitaire, c'est un peu le même principe. On a un manager de flotte qui va acheter 200, 300, 1000 véhicules avec, dans les entrepôts, le fleet manager qui, lui, il a des soucis un peu parce qu'il doit gérer 10, 15, 20 livreurs, gérer des clés, gérer la maintenance, gérer plein de choses. Donc, il faut vraiment qu'on comprenne son quotidien à lui. Et après, évidemment, connaître le quotidien des chauffeurs eux-mêmes. Donc, on a fait beaucoup de vie ma vie. Donc, on va sur les sites à 4 heures, 5 heures du matin. On va voir comment le fleet manager travaille, s'organise, comment ils vont mettre la marchandise, les paquets dans les camions, dans les vannes. Après, on va tourner avec le chauffeur-livreur. C'est carrément harassant qu'on n'a pas l'habitude de faire ça. On peut avoir jusqu'à 200 paquets par jour à livrer, avec une centaine d'arrêts, donc montée, descente et tout. Donc, il faut vraiment s'imprégner du quotidien de ces deux personnes-là pour bien comprendre, puis amener des solutions qui soient adaptées justement à leur quotidien et essayer de leur enlever de la charge mentale, parce que la charge mentale, elle est vraiment, vraiment super importante. Et dans le trafic, comme à Paris, ça peut être un irritant assez monstrueux, quoi. Et en termes de pratique, le design, c'est assez transverse. Comment tu arrives à collaborer, justement, peut-être avec des verticales métiers, le business, les équipes techniques et ingénierie, alors que toi, tu es peut-être quelque part, comme tu disais, sur toute l'expérience, en fait, de bout en bout. Comment tu arrives à raccrocher ça avec ceux qui sont plutôt verticalisés? On associe souvent le design automobile au style, mais au-delà de vouloir faire un objet qui est valorisant, qui est bien dessiné, etc., on est, nous, design, un peu en charge au milieu de tous les carrefours pour illustrer ce que va être l'objet. Donc, très, très en amont, il faut illustrer la liste, je vais le dire un peu vulgairement, la liste au Père Noël du produit, les contraintes de l'ingénierie qui a un budget qui est limité, qui a un nombre de pièces nouvelles à définir qui sont aussi limitées, et puis des ressources. Donc, on illustre dès le départ avec des petits icônes, avec des petites silhouettes, tout ce qu'on va avoir à développer. Et on peut mettre déjà, avec ces petites silhouettes-là, le projet, le programme, en face des contradictions. Parce qu'on va faire un compromis. Évidemment, un projet, c'est un compromis. Et on ne va pas pouvoir faire tout. Donc, on commence dès le départ avec ça. Donc, c'est le côté vraiment transversal de la compréhension de ces objets-là. Et une fois qu'on a mis ça en place, qu'on s'est entendu au départ, ben, évidemment, on commence à développer le projet et on illustre les contradictions au fur et à mesure avec des maquettes en mousse blanche pour les proportions, avec des maquettes de plus en plus bien finies pour accueillir des clients, pour faire voir ça aux clients, pour voir si nos idées, notre envie je parlais de charge mentale, de diminuer la charge mentale, est-ce que ça fonctionne? Donc après, on est vraiment en interaction et tout ça, on amène ça, ben, évidemment, jusqu'au bout, jusqu'à la visserie, jusqu'aux accessoires qu'on doit développer, jusqu'aux transformations pour chaque grande flotte, parce qu'évidemment, les besoins sont tous différents d'une flotte à l'autre. Très clair. Et pour en revenir justement à l'objet, le véhicule, là-dessus, avec le temps, et j'imagine que tu l'as appréhendé, on a intégré de plus en plus d'électronique et du numérique. Comment tu gères un objet qui est purement physique et mécanique, un objet qui est hybride avec le numérique là-dedans? Et est-ce que toi, d'un point de vue design, tu l'opères de la même façon ou tu vois des spécificités sur ces deux pans-là? Le user interface, il va devenir de plus en plus important dans l'expérience de tous les jours du chauffeur-livreur et même du fleet manager. Donc, on travaille main dans la main avec l'équipe des services. Le projet, c'est le premier SDV, Software Defined Vehicle. Donc, c'est un Android sur roue développé par Renault et Ampère. Et donc là, pour le coup, les services vont devenir vraiment très, très importants.
Donc, on a fait justement, il y a 2 semaines à Solutrans, 2 démonstrations de services connectés avec la gestion des clés électroniques sur téléphone, pour éviter au fleet manager d'avoir 50 trousseaux de clés. Okay, ça devient incroyable à gérer. Donc, on peut assigner maintenant, évidemment, une clé digitale. Et on a aussi fait du parcel tracking en bon français. Donc, les paquets qui sortent et qui rentrent du véhicule, ça aussi, c'est important pour les vols, pour être sûr que la tournée se passe bien. Donc, évidemment, tout ça, c'est sur des interfaces qui doivent être compréhensibles pour les utilisateurs, qui doivent être simples. Je parlais de charge mentale, j'y reviens. Pour le chauffeur-livreur, est-ce qu'on peut simplifier sa vie en lui proposant d'appeler le client 5 minutes avant qu'il arrive? On a une séquence aussi dans le véhicule où on a un bouton pour mettre le frein à main, mettre les warnings automatiquement, ouvrir la cloison derrière automatiquement, déverrouiller la porte, des choses comme ça, pour vraiment simplifier la vie du chauffeur-livreur. Excellent, excellent. Et toi, en tant que designer industriel à la base, et c'est un métier qui s'hybride, et il y a eu les designers web d'un côté, que nous on connaît bien évidemment, est-ce que tu vois des... J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de similitudes, mais aussi est-ce que tu vois des différences, des approches qui viennent s'enrichir ou qui se sont enrichies avec le temps? Oh, bonne question. Ah, je suis là pour poser des questions compliquées. Ben oui. On a mis de l'électronique au départ dans les véhicules pour, entre autres, la navigation. Donc, évidemment, dès le début des années 90, il y avait déjà les navigations. Mais on s'est laissé emporter peut-être un peu trop justement par les interfaces utilisateurs. J'avais commencé chez GE il y a presque 30 ans à travailler déjà là-dessus. Et donc, moi, j'ai vite été effrayé par des interfaces qui sont uniquement à l'écran, en conduisant, en détournant le regard. Donc, il y a eu des expériences, je vais pas parler de marque. Il y a aussi des expériences avec des boutons capacitifs. Donc là, le véhicule qu'on est en train de développer, et ce qu'on a fait chez Renault avant, évidemment, c'est des boutons mécaniques. Il y a de l'haptique. On sent quand on touche un bouton, c'est important. Et on n'a pas besoin d'aller dans des menus 3-4 niveaux pour mettre la clim. Donc ça n'a aucun sens, quoi. Ouais. Et justement, parce que c'est toujours la logique du design versus l'ingénierie, c'est l'approche de la complexité. À la fois être exhaustif en termes d'usage et même peut-être de partage d'informations, voire parfois de sécurité, j'imagine, et en même temps être le plus simple possible à l'utilisation pour l'utilisateur, comme on l'évoquait. Comment on arrive à, de ton expérience, gérer ce sweet spot entre les deux? En fait, on revient au client. Ouais. Donc, en plus, chez Flexis, on va se concentrer uniquement sur les grandes flottes. Donc, on va avoir que des chauffeurs-livreurs comme clients, contrairement à Renault, qui va avoir des artisans commerçants. Donc, avec les chauffeurs-livreurs, le but, c'est de leur simplifier la vie, encore une fois. Il faut que soit écrit bien en gros la vitesse à laquelle ils vont, la charge qui leur reste dans la batterie. Et on n'a pas besoin de beaucoup de fioritures autour. Une nave qui est très claire, qui est très précise, ça c'est aussi important. Et justement, à chaque fois qu'ils font un stop, s'assurer que les paquets sont bien scannés, les signatures sont faites, etc. Très clair, très clair. Et là-dessus, à quel point vous adaptez à un produit? Parce qu'on peut se dire, des typologies de chauffeurs-livreurs, il peut y en avoir plusieurs aussi, on va aller plus finement dans l'adaptation et le besoin. À quel point vous vous dites on adapte, on fait des gammes produits adaptés à un usage, et à quel point on reste générique et c'est fine, ça répond à un marché adressable plus important? Là, c'est un des sujets les plus complexes, en fait, parce que une usine automobile ou de véhicules utilitaires, c'est cher à développer, non? Oui, ça coûte cher à développer. C'est quelques centaines de millions d'euros pour adapter la ligne de montage. Donc, cette usine-là, elle doit pomper des petits pains à presque 24 heures par jour. Donc, l'adaptation, elle doit se faire après. L'usinage, le montage. L'adaptation, elle se fait plutôt dans la zone cargo,
avec des tablettes ou pas de tablettes, avec de l'éclairage supplémentaire, avec des planchers bois, des trucs comme ça. Mais on essaie d'avoir quelque chose qui est assez générique et standard pour tous. Évidemment, dans les interfaces utilisateurs, il y a des grands groupes, des grandes flottes qui ont leur propre système. Qu'il faut intégrer du coup. Donc, qui vont être intégrés. Ça peut être la réplication du téléphone portable qui s'inscrit. Donc, ça va être vraiment la vraie adaptation pour le chauffeur-livreur. Mais un compteur, la vitesse, tout ça, on n'a pas besoin beaucoup d'adapter, quoi. Très clair. Et toi qui es représentatif de la vision utilisateur quelque part en tant que responsable du design, à quel point tu fais attention ou tu es en alerte sur la notion de biais? Parce qu'on remarque parfois des biais et à la fois même des biais d'a priori de la part de, nous on le voit, de certains responsables qui pensent que l'expérience se passe comme ça, mais in fine, avec de l'analyse, on remarque que c'est un petit peu différent et parfois un peu plus complexe dans l'approche. Ben là, on a la chance dans notre start-up de rester avec une mentalité de start-up et d'avoir des vies ma vie pour tout le monde, que ce soit au produit, au marketing, à l'ingénierie, au design, donc, et même les grands patrons. Donc, on est allé mouiller le maillot, on est allé relever les manches, on a livré des paquets avec les chauffeurs-livreurs. Donc, ouais, on comprend bien. Là. Ça appartient pas à un seul département, ça appartient vraiment à toute l'équipe. Ok, chouette. Et du coup, avec cet esprit start-up mis en place par des grandes organisations, c'est quoi vos défis, challenges principaux que vous rencontrez aujourd'hui ou que tu vois émerger petit à petit? Les services connectés. Pour moi, c'est vraiment ce qu'on est en train de faire, là, notre cœur du réacteur, c'est développer toute une série de services. Et ça, on en parle beaucoup, on en parle depuis longtemps, mais c'est compliqué, c'est pas si simple à faire. Donc, on est en train de créer des petites pépites là, qui sont vraiment positives et qui peuvent amener vraiment de la facilité d'usage pour les grandes flottes. Et on a déjà des grandes flottes qui travaillent avec nous sur justement la maintenance prédictive, des services comme ça. Déjà sur leur flotte actuelle, donc avec des véhicules de la concurrence. Évidemment, on n'a pas encore de véhicules qui sont sur les routes. Ça va être l'année prochaine, à la fin de l'année. Et après quelques mois, on est capable de montrer à ces grandes flottes qu'on amène des économies, qu'on amène une meilleure régularité dans les parcours, dans le quotidien des chauffeurs-livreurs et des fleet managers. Excellent, excellent. Comme quoi, on peut être aussi constructeur et apporteur, offreur de services, quoi. Vous vous positionnez vraiment sur les deux pans aussi. Oui, ça va être le vrai différenciateur de Flexis par rapport à la concurrence. Ah, c'est chouette, c'est chouette. Justement, j'imagine que vous avez à la fois des grosses têtes de pont qui vous aident à construire ce projet Flexis, on en parlait, CMA CGM, Renault Ampère, etc. Et en même temps, j'imagine des gros clients qui pèsent, j'imagine, lourd dans votre prise de décision. Est-ce que vous avez parfois des demandes qui sont antagonistes ou qui ne se coïncident pas? Et comment vous arrivez justement à aligner tout ça et à se dire la vision de Flexis, c'est celle-ci, et voici ce qu'on a envie de proposer aux clients? Avec le véhicule qu'on a dessiné spécifiquement pour la livraison du dernier kilomètre, en fait, c'est ce qu'on appelle un step-in van. Ça existe beaucoup aux États-Unis. Okay. Il y a quelques véhicules qui sont transformés en Europe, mais là, on a ciblé quelque chose qui est vraiment bien adapté à cette livraison, et qui est un véhicule compact, très agile, qui facilite la vie. Il y a 9 mètres cubes de chargement, donc bien dimensionné. On sait que si on va à 1,90 m de large, on sait que si on va plus large, plus long, c'est moins facile à garer, évidemment, c'est moins facile à manœuvrer en ville. Donc, dès le début, on a centré notre véhicule pour être le mieux adapté à l'Europe. Donc là, on parle d'Europe. En Europe, avec les villes bien denses, avec les villes avec des toutes petites rues, on va être bien ciblé. Après, pour aller dans les banlieues, pour aller en campagne, est-ce qu'on a besoin de véhicules un peu plus gros?
pour aller à l'international. Donc ça fait partie des questions qu'on se pose en ce moment. Ok, chouette. Tu parlais un peu de maintenance prédictive tout à l'heure. J'imagine que c'est un des cas d'usage d'avenir. Enfin, en tout cas, on le voit beaucoup, nous, dans le domaine de la mobilité. Est-ce que tu vois d'autres sujets qui sont un peu des signaux faibles, qui sont des tendances à prendre en compte, qui vont venir transformer le domaine du véhicule ou de la mobilité au sens large? L'efficacité de la navigation. Quand il y a un bouchon, de faire le tour, d'adapter. Les trajets. Ouais, si j'ai une personne qui est pas disponible pour recevoir un paquet, quand est-ce que je reviens? Et tout ça, c'est assez compliqué. La maintenance prédictive, elle permet en amont de prévoir les commandes de pièces, de peut-être avoir un flying doctor qui vient sur site changer un composant, donc éviter d'immobiliser des véhicules. L'immobilisation de véhicules, c'est un vrai sujet. Ça coûte cher. Ça coûte très, très cher. Si on doit annuler 2-3 jours de livraison sur un véhicule, ça peut coûter cher. Prendre soin du chauffeur-livreur avec un véhicule plus simple à conduire, plus efficace. Est-ce qu'on va pouvoir avoir des gens qui vont rester plus longtemps dans le job? Il reste à peine 1 an dans les jobs. Donc, les fleet managers sont toujours en train de gérer de l'absentéisme. Et là, c'est à tous les matins. De gérer du recrutement, de gérer de la formation. Donc, si on a des chauffeurs-livreurs qui sont plus heureux, et ça, c'est le designer qui parle, plus heureux au volant, plus sereins, ben, ils vont peut-être rester un peu plus longtemps. Ok. Et du coup, bon, sans nous révéler de secrets de chapelle, mais pour Flexis, là, l'avenir et les sorties de véhicules, on peut en parler un petit peu ou... Les véhicules vont arriver pour le van à la fin de l'année prochaine. Donc, on va en avoir sur les routes avant la fin de l'année et tout début 2027 avec le fameux Step-in Van. Ok, chouette. Et en termes de services, du coup, tu disais qu'il y avait des services qui étaient déjà opérationnels auprès de clients. Vous voulez aller un cran plus loin? Oui, donc on est en train de monter des Customer Operation Center. Okay. Donc, pour avoir à chaque flotte un interlocuteur Flexis qui est toujours le même. Donc, Martin, qui va gérer une flotte, le fleet manager va pouvoir appeler je ne vais pas dire 24 heures sur 24, mais presque. Ok. Donc, avec un niveau de support assez fort. Chouette. Très clair. Écoute, moi j'ai posé toutes mes questions. Je ne sais pas si tu avais d'autres éléments que tu souhaitais ajouter ou évoquer, lui qui te semblait important. Ouais, je pense qu'on a fait le tour. Ouais. Je te remercie encore une fois. Merci à toi de l'invitation. Merci d'être venu et d'avoir témoigné. Et du coup, suivez l'aventure de Flexis, qui est quand même une aventure toute jeune, mais magnifique et qui a l'air de remplir sa promesse. On ne crée pas une nouvelle marque tous les jours. Ah, c'est clair, c'est un beau projet. Chouette. Merci Louis. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si cet épisode de Product Leader Stories vous a plu, je vous conseille de vous abonner à votre plateforme d'écoute favorite telle que YouTube, Spotify. Ça vous permettra d'être alerté et de pouvoir visionner automatiquement les prochaines sessions. Si vous rencontrez une problématique produit ou autour de votre organisation produit, Upvisory et moi-même, nous tenons à votre disposition pour échanger sur le sujet et ça sera un grand plaisir de vous accompagner. Et on se dit à très bientôt pour un prochain épisode de Product Leader Stories. Allez, bye!